Bonjour à vous tous. Je vais vous interroger mon mari, hein, parce que ça devient affolant de tout ce que j'entends et des dispositions que le gouvernement est en train de vouloir prendre contre les médecins et contre les pharmaciens. Et même, j'entends même ça d'une certaine association, hein, je ne citerai pas le nom, sur Toulouse. Je trouve ça totalement inadmissible. Et également les médecins qui ne s'occupent pas trop de leurs patients, hein, ils ne veulent pas faire de certificat médical. C'est un peu abusé. Bon, je vous passe, docteur Chollet. Merci. Bonjour, je vais intervenir aujourd'hui non pas comme mari de Maître Colin Chollet, mais comme médecin, médecin à part entière et médecin qui a la particularité justement d'écouter ses patients et d'écouter également ce qu'ils me disent, de ne pas prendre pour argent comptant systématiquement également ce qu'ils peuvent me dire, mais en tout état de cause d'être à leur écoute. Ce que nous vivons actuellement à propos du lévothyrox est ce que je qualifierais d'une crise sanitaire sans réel précédent. On a voulu faire croire à la population française qu'elle était atteinte d'hystérie collective. Sachez que quand on change un packaging, que ce soit un soda ou une boîte, ça n'entraîne pas pour autant un changement des habitudes et encore moins l'apparition de signes ou de symptômes secondaires. Certains médecins, je dis bien certains, ont reçu effectivement une lettre ou un mail de l'ANSM qui indiquait de manière tout à fait molle qu'il fallait tout simplement contrôler les patients qui étaient sous traitement de lévothyrox. Ce genre de lettre, je ne l'ai probablement pas reçu, peut-être l'ai-je reçu, mais comme beaucoup de mes confrères, il est probable qu'elle est allée au panier pour une bonne raison, c'est qu'un médecin, par définition, va suivre ses patients. On n'a pas besoin de lui dire de contrôler un patient qui est sous lévothyrox, il va le faire de lui-même, simplement parce qu'il a sa conscience professionnelle. Mais encore plus, s'il est conscient de l'apparition de symptômes. Mais hormis les symptômes qui sont apparus, qui peuvent être dus à un dérèglement hormonal, qui sont des signes cliniques d'hyper ou d'hypothyroïdie, certains vont se sentir fatigués, d'autres énervés, d'autres encore vont perdre leurs cheveux, certains encore vont se retrouver dans un état de faiblesse, les empêchant simplement de vivre la vie qu'ils avaient antérieurement. Ceci va évidemment alerter les médecins. Mais de manière connexe, adjuvante, à côté de cela, sont apparus des signes et des symptômes qui n'avaient aucun rapport avec des dérèglements hormonaux. Ces signes et ces symptômes pouvaient se manifester de manière très différente, mais par des crises de douleurs aiguës qui ont pu d'ailleurs passer pour des douleurs d'allure neuropathique. Ce peut être également des crampes musculaires importantes, des brûlures au niveau de l'œsophage, mais également des troubles du transit intestinal qui n'ont strictement rien à voir dans un cadre de contexte d'hyper ou d'hypothyroïdie. Ce qui est absolument étonnant en France, c'est que l'on ait pu se permettre de tirer un modèle mathématique en essayant simplement de prendre 200 patients sains, sans aucune pathologie thyroïdienne, de leur donner du lévothyrox pendant 3 jours, de faire des analyses sanguines et d'extrapoler un modèle mathématique et de l'appliquer à une population malade, chez qui il faut 5 semaines d'équilibre après un traitement, mais qui la plupart du temps est atteint de comorbidité, c'est-à-dire de pathologies en plus de leurs problèmes thyroïdiens. On a tiré un modèle mathématique, on a extrapolé un modèle statistique à propos de 200 patients sains et on l'a appliqué à plusieurs millions de patients malades de la thyroïde, mais malades également d'autres choses. Ces patients font confiance à leur médecin. Et je leur réitère encore ce message, s'il vous plaît, continuez à faire confiance à votre médecin. Il est là pour vous écouter. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, présenté des symptômes, des signes cliniques alarmants qui ont tout simplement empêché la majorité d'entre vous de vivre la vie qu'ils avaient antérieurement, qui ont empêché les personnes de travailler, peut-être d'avoir des loisirs, de s'occuper de leur famille. On vous a dénié ce droit
Et l'ANSM veut faire penser que la faute en revient maintenant au médecin pour un défaut d'information. Ce n'est pas, en aucune manière, ce n'est un défaut d'information. Votre médecin va vous suivre, quel qu'il soit. Vous avez présenté des signes cliniques qui sont des signes cliniques de manière quasi évidente, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Il n'y a pas besoin de science pour savoir que vous avez présenté ces symptômes. Vous n'êtes en aucune manière atteint d'hystérie collective. Vous avez des symptômes. Il est nécessaire de vous battre et de continuer à vous battre pour récupérer la vie que vous aviez antérieurement. Cet équilibre était atteint pour la majorité d'entre vous avec cette ancienne formule. On vous a parlé d'instabilité du médicament au bout de 2 ans dans des boîtes, ce qui signifie que 2 ans après, peut-être, si vous aviez une boîte avec 100 microgrammes, preniez-vous un comprimé qui était dosé à 100 microgrammes, peut-être un peu moins. Comment peut-on expliquer que quand nous sommes passés de l'ancienne formule à la nouvelle formule, nous avons épuisé les stocks des officines et des grossistes en 2 mois et demi? Il n'y a pas 2 ans de stock, donc d'instabilité du médicament, puisque nous étions en rupture au bout de 2 mois et demi. Alors, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il n'y a eu aucune gestion de cette crise sanitaire, c'est une indigestion de crise sanitaire. J'en appelle enfin à l'ANSM et au ministre, simplement, gérez correctement cette crise et prenez les responsabilités qui sont les vôtres, sans demander au corps médical d'assumer une responsabilité pour laquelle il n'est en aucune manière associé. Un médecin traite un patient en fonction des dernières données cliniques et des traitements qui sont à sa disposition. S'il y a des erreurs sur une mise sur le marché, le gouvernement doit en tirer les conséquences et gérer la crise correctement. Et à l'heure actuelle, je ne me prononcerai pas sur la façon de gérer cette crise, mais quoi qu'il en soit, de manière personnelle, c'est une indigestion de crise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, mais je voulais également parler des médecins qui ne font pas les certificats médicaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Alors, à propos des certificats médicaux, le certificat médical est un certificat qui est établi hors nomenclature habituellement. Cependant, un patient a tout à fait le droit de demander un certificat médical à son médecin. Le médecin, dans ce cadre-là, va simplement marquer les doléances du patient, c'est-à-dire de quoi le patient se plaint. Il est dans l'obligation de le marquer. Ça ne signifie en aucune manière que le patient présente ces signes cliniques ou des symptômes, mais il a le devoir de noter dans le certificat de quoi se plaint le patient. Après, il appartiendra, s'il y a une suite judiciaire et des enquêtes à faire, il appartiendra justement à l'enquête ou à l'expert de déterminer si les doléances sont en rapport effectivement avec des signes cliniques et si ces signes cliniques sont effectivement en rapport avec un traitement. Oui, d'accord, mais là, il y a certains avocats qui préconisent une expertise judiciaire. Est-ce qu'on peut relater, voir les maux, par exemple les maux de tête, les vertiges, les problèmes musculaires? Est-ce que c'est judicieux de faire ce genre d'enquête? Alors à l'heure actuelle, ça me semble prématuré. Il y a les doléances du patient. Si le patient se plaint de vertige, le vertige peut être tout simplement vérifié sur le plan clinique. Il suffit de faire un examen clinique neurologique. Il n'y a pas besoin d'une expertise. À ce moment-là, le médecin peut le constater et le marquer également sur le certificat. C'est-à-dire le certificat va marquer les doléances, mais s'il existe des symptômes, le médecin va les marquer aussi. Il va dire « je constate aujourd'hui, après un examen clinique, que mon patient présente des vertiges et qu'effectivement, il en était exempt avant ». De là à en faire une relation de cause à effet avec le traitement, c'est prématuré. Mais l'enquête ou les expertises pourront effectivement le prouver peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, nous avons des patients qui présentent des symptômes, peut-être des vertiges, des crampes. Quoi qu'il en soit, elles n'existaient pas pour ces patients avant la modification de cette nouvelle formule. Donc, quoi qu'il en soit, il faut régler cette crise sanitaire de la manière la plus appropriée, c'est-à-dire retrouver le confort et la vie que les patients méritent. L'ancienne formule, parce que... L'ancienne formule me paraît la formule la plus adaptée à l'heure actuelle. Pour la bonne raison, nous sommes les seuls en Europe à avoir changé cette formule. Sommes-nous, encore une fois, suffisamment nombrilistes pour penser que nous, les Français, nous avons découvert quelque chose avant les autres? Non.
À mon avis, et je n'engage que moi là-dessus, les raisons sont tout à fait autres. Quoi qu'il en soit, le patient n'est pas un cobaye, en aucune manière. Il était équilibré avec cette formule. Ne changeons pas une équipe qui gagne. Tout simplement. Tout simplement. Merci. Je vous en prie, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, merci, à bientôt.